Les constructions à l'heure du numérique. Ce dimanche, E-Tech s'arrête sur les villes intelligentes pour vous proposer un spécial numéro avec un ancien vice-président de l'Ordre des architectes du Sénégal, conseiller de la ville de Dakar, consultant pour de nombreuses organisations, enseignant-chercheur au Sénégal et à l'étranger. Le Sénégalais Mbacké Niang se prononce sur une problématique de fond dans un contexte de rareté des ressources. Diamniadio est-il une vraie Smart City? La Icon City prévue à Mbour répond-elle à des besoins réels? Où en est-on sur les questions de formation? À suivre ce dimanche sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Comme tout le monde, E-Tech fête aussi son marché ce 22 août 2021, son marché Sandaga ce dimanche. Sandaga au cœur de l'actualité. Quand nous nous y intéressons, c'est pour parler architecture à l'heure de l'écologie et surtout de la technologie. Notre invité, professeur Mbacké Niang, architecte, bonjour. Bonjour M. Gueye, merci encore pour votre invitation. Je vous en prie, merci justement d'avoir accepté notre invitation. Architecte, chercheur et enseignant, fondateur de l'agence d'architecture et de recherche MBN, ancien vice-président de l'Ordre des architectes du Sénégal, architecte conseil de la ville de Dakar. Et là, je vois que nous sommes au cœur de notre sujet, président d'honneur de l'Association sénégalaise de promotion de l'invention et de l'innovation, vice-président du conseil d'administration de l'Association sénégalaise de normalisation, consultant expert pour de nombreuses organisations dont le PNUD, dont l'UOMOA. Vous travaillez, vous vous intéressez également, j'allais dire d'abord en premier, aux questions liées à l'écologie. Bref, comme on vient de le voir, l'exemple type de l'intellectuel surdiplômé, une première question, une curiosité en même temps, comment un architecte regarde le monde? Comment est-ce qu'il regarde un bâtiment, j'imagine, d'une manière différente de la nôtre? Effectivement, l'architecte, dans sa démarche, j'allais dire, de créativité. Créativité suppose que nous sommes dans une approche, je vais dire, artistique. Mais entre l'artiste qui crée, il y a la compétence scientifique et après, il y a la compétence technique. Alors, la compétence scientifique, c'est que l'architecte doit avoir une bonne connaissance de son environnement. A priori, il faut qu'il sache où est le nord. A priori, il faut qu'il sache où est le sud, l'est, l'ouest. Ça pleut pas, le relief. Ça aussi, c'est l'aspect physique. En même temps, si quelqu'un lui fasse une commande, il faut qu'il ait une bonne compréhension des besoins. Donc l'architecte fait de l'économie. L'architecte fait de la politique. Il n'y a rien qui échappe à l'architecte parce que le bâtiment est un fait de civilisation. À partir de ce moment-là, l'architecte est scientifique. Mais à partir de cette science, on lui remet un programme, on lui exprime un besoin. Mais ce besoin-là, l'architecte doit le traduire en termes de créativité. Créativité veut dire que tout bâtiment a son empreinte digitale. Tout bâtiment, il est unique. Ça veut dire donc que l'architecte doit à chaque fois se remettre à la créativité. Et cette créativité est constante. C'est bien de créer, mais après, il faut le réaliser. Avec des matériaux, avec des hommes, avec une réglementation, avec des normes. Et ça, c'est de la technique. Et donc l'architecte, à un moment donné, il devient technicien. Parce que ce qu'il a imaginé doit être réalisable. Ce n'est pas un rêve à ce niveau-là. Et il fera le choix des matériaux pour pouvoir le réaliser. Donc voilà un peu les compétences de l'architecte. Scientifique, artistique et technique. Voilà, grosso modo, de ce regard-là. Donc quand on regarde un bâtiment, on va le regarder d'une manière scientifique. Est-ce qu'il répond à ces exigences du site? Est-ce que l'architecte, ce qu'il a réalisé ou le bâtiment a une créativité, c'est-à-dire une esthétique, une philosophie? Et après, on regardera la technologie qui a été utilisée, c'est-à-dire les matériaux, la stabilité du bâtiment et l'efficacité, j'allais dire, de l'énergie qui est utilisée pour le construire, l'énergie qui est utilisée pour l'exploiter, l'habiter, et en fin de parcours, comment ce bâtiment fera l'objet d'une démolition ou d'une déconstruction, pour parler un peu de l'actualité du marché de Sandaga, etc., etc. Voilà un peu tout ce qui agite l'esprit d'un architecte, qui montre la complexité de ce travail-là. Il a une totale liberté en concevant un plan ou bien il est obligé de tenir compte d'une certaine ou de certaines normes? Ça se passe comment? En définitive, dans l'approche pédagogique que je fais de mon métier d'architecte et d'enseignant et de chercheur, il y a 3 éléments qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel le bâtiment doit être construit,
qui est une première chose. Et après, le bâtiment qu'on va construire, comment il est structuré. Mais ces deux éléments répondent à un besoin d'un occupant. Occupant veut dire un habitant. Or, l'habitant, il faut le caractériser. L'habitant, c'est un homme, c'est une femme. Il est vieux, il est jeune. Il a un revenu, il a une culture. On dit mode de vie, conditions de vie. Sa culture, etc. Ça, c'est l'être humain qui vit. L'architecte doit l'appréhender parce que le bâtiment qu'il va faire répond à ses besoins. Après, l'environnement, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Le bâtiment, il est orienté comment? Le bâtiment, il est au nord, au sud. Il est dans quelle zone climatique? Les zones climatiques. Il est dans quelle zone territoriale? Territoriale veut dire quoi? Il est dans une zone urbaine, une zone périurbaine, une zone rurale. Et quand je disais climatique, ça veut dire quoi? Cet environnement, il est chaud et humide, comme en Casamance. Ce bâtiment, il est dans un site chaud et sec, comme Matam, et il est à Kaolack, etc. Donc, l'architecte doit avoir une bonne appréhension de la géographie d'implantation du bâtiment. Ça, c'est le côté environnemental. Mais le côté, maintenant, j'allais dire, le bâtiment en tant que tel, il y a ce qu'on appelle la typologie de l'habitat. Typologie. Quelle typologie y a-t-il dans le pays, globalement? Vous verrez qu'à travers l'habitat traditionnel, il y a ses caractéristiques à travers les différentes ethnies et des localisations. Il y a l'habitat colonial. Colonial veut dire que nous avons, dans notre histoire, rencontré d'autres hommes qui sont venus dans nos pays et qui ont construit. D'accord? Et là, vous le verrez bien, les gares, la présidence, l'Assemblée nationale, vous verrez bien le marché Sandaga, puisqu'on parle de ça. Donc, on peut le caractériser dans la typologie de l'habitat colonial. Et après, il y a l'habitat moderne. Cet habitat qui se dit international, c'est-à-dire que c'est un habitat qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, qui fait que même si vous faites une photo de Dakar, vous ne pourrez même pas dire que ici c'est Dakar, parce qu'il y a rien qui le caractérise. Voilà un peu cette typologie. Mais cette typologie, ça c'est les grands pôles de la typologie. Mais entre les grands pôles de la typologie, vous avez l'habitat populaire. Populaire régulier, comme je dirais la Médina à Dakar, c'est un habitat populaire régulier, mais qui s'inspire d'habitat traditionnel et d'habitat colonial. Entre l'habitat moderne et l'habitat colonial, vous avez l'habitat planifié du genre SICAV, HLM, etc., qui s'inspire des deux. Donc vous voyez bien que la typologie, il y a une interaction historique de ces types de constructions qui, à un moment donné, font système. Et il y a l'habitat populaire irrégulier, on peut retrouver un peu partout à Yarar, etc. Et enfin, dans la typologie, il y a l'habitat spontané, comme on dit, qu'on appelle les bidonvilles. Et les bidonvilles, ils s'inspirent de tout venant. Et tout ça, ce sont des Sénégalais, des citoyens qui habitent dans ces différentes typologies. Et aujourd'hui, là où je vous parle, fait partie de la structuration de notre modèle d'habitat et de notre modèle d'habiter et de construire, etc. etc. Mbacké Niang, architecte, chercheur, enseignant, est notre invité ce dimanche sur e-Radio, ancien vice-président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Nous partons de l'actualité du marché Sandaga pour un zoom sur les bâtiments intelligents qui peuvent se trouver également dans des smart cities. Une smart city ou une ville intelligente définie comme une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts. On parle aussi de villes connectées, de cybervilles, de villes numériques, de communautés électroniques. Là, on est au cœur de E-Tech qui met l'accent sur le numérique. Est-ce qu'on peut démarrer sur ce point en parlant de Diamniadio? Est-ce une vraie smart city, Diamniadio? Bon, en fait, comme je disais tout à l'heure, je vais contextualiser. Le fait qu'on dit bâtiment intelligent, etc., tout ça, ça suppose que c'est des réponses à des problématiques qui ont été posées. Mais le contexte, c'est nous sommes dans le cadre du développement durable, suppose que ce que nous sommes en train de faire n'est pas soutenable parce que les ressources sont limitées et aussi doubler des effets des changements climatiques, sachant que les bâtiments consomment de l'énergie et font partie des systèmes qui émettent des gaz à effet de serre. Dans ces conditions-là, la communauté internationale s'est mise d'accord qu'il faut de la transition écologique. Et de cette transition écologique, les différents pays ont eu des engagements. Des engagements pour le développement durable, des engagements à travers l'accord de Paris pour le climat et des engagements pour le nouvel agenda urbain. De quelle façon on construit les villes. À partir de ce moment-là, le contexte il est bien posé. La question maintenant, quelles sont les réponses? Alors les réponses, ça suppose déjà qu'il y ait une méthodologie de travail. Et cette méthodologie, c'est l'approche systémique. La systémique, c'est on tient compte de tout. Ce n'est le système. Système.
Et dans le système maintenant, les numériques constituent des outils de travail. Donc, ce n'est pas une finalité, c'est des outils de travail. Du fait d'abord, la systémique suppose une finalité de l'action. Finalité veut dire transition écologique, avec les engagements. Il y a l'autre notion, c'est la globalité de l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des parties. Le monde, la Terre est unique. Donc, ça veut dire que quand on intervient, tout interagit. Donc, ça veut dire qu'une vision globale. Pensée globale, agir local, vous voyez ces notions-là, les gens dont ils parlent. Les outils numériques constituent aussi des outils pour pouvoir faire ce travail. La complexité, ça veut dire quoi? Complexité des gestes de planification. Planifier, c'est l'aménagement du territoire. Planifier, c'est l'urbanisme. Planifier, c'est l'architecture. Planifier, c'est la construction. Planifier, c'est le paysage urbain. Imaginez que l'ensemble de ces planifications-là, qui se recouvrent, qui s'emboîtent, etc., les outils numériques constituent aussi des outils qui permettent cette efficacité. Donc vous voyez bien que les numériques, c'est des outils qui nous permettent de gérer les complexités. Aussi, on gère la complexité des acteurs qui sont en interaction. L'architecte, l'entrepreneur, le client, le fournisseur, tout ce monde-là qui travaille pour émerger un bâtiment durable doivent être aussi connectés et avec une autre façon de travailler. Et enfin, il y a les filières, disons des matériaux, les filières, les industriels, etc. Tout ce monde-là est dans cette dynamique. Et encore une fois, et les outils numériques permettent tout ce monde-là de collaborer aujourd'hui, non pas d'une manière séquentielle, mais de manière parallèle. Et l'outil numérique permet, en parallèle, de faire un travail immédiatement de l'envoyer à l'usine, immédiatement de l'envoyer à un ingénieur, et en parallèle, vous pouvez commencer à travailler sur le dossier. C'est le numérique qui permet cette performance-là. Et la conclusion maintenant sur Diamniadio? Diamniadio, il faut d'abord... Moi, je dis toujours, quand je fais du nouveau, il faut que je puisse démontrer mes compétences en fait de l'ancien. Je ne peux pas imaginer, parce que j'y suis fait Diamniadio, c'était de dire que Dakar, voilà, il a tel problème. Et en disant que tel problème de Dakar suppose la réalisation de Diamniadio. Moi, je n'ai jamais raisonné comme ça. Je considère qu'il y a toujours de l'ancien et il y aura toujours du nouveau. Mais la question, c'est que dans l'ancien, il faut montrer une bonne compréhension de l'ancien pour ne pas reproduire les erreurs de l'ancien sur le nouveau. Et donc ça veut dire que je suis obligé là, de raisonner sur Dakar, de montrer que Dakar est une ville coloniale, Dakar une presqu'île, mais Dakar a eu un tracé. Et c'est le tracé que je montre là-bas sur le tableau, c'est de montrer que Dakar, il y avait d'abord un grand tracé que j'appelle l'axe historique qui quittait, j'allais dire, l'ancien palais de justice et qui va jusqu'à Cambérène, tout droit, en passant par le rond-point Jet d'eau. Du rond-point Jet d'eau, vous avez l'axe que j'appelle moderne, qui est l'avenue Bourguiba, etc. Mais il y a un axe virtuel qui n'existe pas, mais que je suppose qu'on puisse un jour le tracer. C'est l'axe qui va du phare des Madeleines vers le port de Dakar. Donc ça veut dire que cette structuration de la ville de Dakar, à travers ce schéma, montre bien que la nouvelle centralité de Dakar est le rond-point Jet d'eau. Et autour de ce rond-point Jet d'eau, vous avez un axe qui fait le port de Dakar et un axe qui va sur l'aéroport. Or, l'aéroport, aujourd'hui, reste, parce qu'il a été déclassé, reste encore une zone d'extension urbaine. Donc, ça suppose que Dakar mérite encore une fois des percées, des aménagements concrets, et non pas des aménagements ponctuels par zone, mais des aménagements interconnectés et qui permettent à la ville d'évoluer. Et maintenant, pour aller sur Diamniadio, Diamniadio doit être une extension de Dakar. Non pas une ville à part comme ça, mais une extension permet à Dakar de respirer, mais d'avoir toujours des flux assez, j'allais dire, efficace et qui permet de le faire. Et là, on tombe dans votre question sur le TR. Oui, mais justement, pour ne pas nous éloigner du numérique, parce qu'une smart city, elle implique un peu le numérique au cœur. Est-ce que, vu sous cet angle-là, Diamniadio est une smart city? En fait, ce qui est lancé, on le dit, mais Diamniadio, tout le monde le dit, on veut que ce soit une ville verte. Je crois que c'est ça qui a été lancé. J'ai même assisté à la plantation d'arbres le jour de la Journée mondiale de l'environnement. C'est une ville verte, je crois que c'est celle-là qui est lancée. Encore une fois, le numérique reste des moyens efficaces de conception de la ville, mais d'exploitation de la ville et de sa réalisation. Oui, mais le numérique est au cœur de la smart city. Si on n'a pas le numérique pour interconnecter le tout, on n'a pas une smart city. D'où ma question. Mais, le numérique est un élément, de communication. Mais cette communication commence à partir de la conception. Parce qu'on commence à communiquer à partir de la conception, et il y a une traçabilité de tous les éléments qui ont été conçus, du plan de masse, des plans d'architecte, etc. Et que ces données-là continuent à être
visible à travers les acteurs et qui permet à un moment donné, quand il est question d'assainissement, que les documents de base numérisés permettent d'être exploités par différents acteurs et que ça continue. Et c'est là où le numérique est important parce que ça permet de faire une gestion efficace des flux de matière, des flux d'informations qui sont les communications et des flux, j'allais même dire, monétaires, etc. Donc le numérique est un outil de gestion des flux de manière efficace parce que d'abord la base de données permet à tout moment d'aller chercher une information et de l'exploiter. Or, le classique ne permettait pas de gérer la ville. Donc c'est cela, on parle d'intelligence de la ville, dans le sens que même les ordinateurs qui sont mis en place pour faire certains types de calculs peuvent anticiper et vous donner une projection et qui vous permet encore une fois de corriger ou d'atténuer ou d'accentuer une problématique. Donc en définitive, ça reste un moyen, mais pas un moyen, j'allais dire, marginal. Il est au cœur du dispositif, mais il faudrait que l'ensemble des acteurs qui interagissent soient connectés. Parce que s'ils ne sont pas connectés, encore une fois, s'il n'y a que l'architecte qui est connecté, mais il reste entre architectes. Mais il faut que l'architecte soit connecté, il faut que l'entreprise qui doit réaliser soit connectée, mais il faut que le gestionnaire, celui qui gère la ville, puisse avoir tous les documents de base qui lui permet un peu de gérer. Mais si vous ne l'avez pas ça, vous ne pouvez pas le gérer. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose d'assez intégrateur, du début du processus jusqu'à la fin et dans le cycle d'exploitation, parce qu'encore une fois, développement durable parle de coût global. Coût global veut dire coût d'acquisition, combien je vais acheter. Mais il parle aussi de coût d'exploitation. Ce que je vais acheter, je vais l'exploiter et ça va me coûter de l'argent. C'est pour cela que quand on dit les coûts de l'énergie, 25% c'est pour l'acquisition, mais 75% c'est durant tout le cycle de vie qu'il faut le payer. Ce qui fait que souvent tu dis oui, c'est pas cher là quand je l'ai acheté, mais quand vous l'exploitez, il devient plus cher. C'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, il faut tenir compte de tous ces éléments-là qui sont chers à l'acquisition, mais qu'on peut amortir au niveau de l'exploitation. Donc voilà un peu ce que le numérique peut nous apporter dans, j'allais dire, la gestion et la communication, la gestion du matériel et la communication des acteurs. Monsieur Diamniadio, j'ai au moins compris une chose, vous ne voulez répondre ni par oui, ni par non, un peu comme l'autre. En fait, moi, je ne peux pas parler, j'ai dit encore une fois, c'est tout au début que ça se passe. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas connecté sur Diamniadio, je ne peux pas vous dire que c'est une Smart City. Dans le sens que, aujourd'hui, si je disposais des plans, je disposais de tout ce qui s'est réalisé là, aujourd'hui en temps réel, sur lequel je peux me connecter et discuter, là, je peux vous le dire. Mais puisqu'en tant qu'architecte, moi, là où je te parle, je n'ai pas, j'allais dire, une connexion qui me permet de dire que même sur Diamniadio, je peux anticiper. Je peux le dire, est-ce que là, même là où je suis, avec les propositions que nous sommes en train de faire, est-ce que nous pouvons même prendre l'initiative à travers les différents immeubles, les innovations que nous avons, les positionner dans Diamniadio et que ce que je positionne soit visible? Je ne peux pas le dire. Aujourd'hui, bon, j'ai fait beaucoup d'innovations en matière de pavage, en matière d'assainissement. Aujourd'hui, on est en train de faire l'assainissement de Diamniadio. Mais est-ce qu'il y a un endroit où, par exemple, toutes les initiatives, des propositions pourraient être visibles? Non, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, Diamniadio n'est pas connecté. S'il était connecté, je suis là, je vous le prouve, que les propositions que nous faisons sont bien visibles dans Diamniadio. Ils en feront ce qu'ils pourront en faire, mais au moins, tous les acteurs sont informés, parce que c'est ça l'intérêt d'être connecté. D'être connecté, c'est d'être informé. Informé de l'ensemble des offres et des demandes. Et c'est comme si être connecté, c'est un petit marché. Un petit marché où les gens savent qui a besoin de quoi, qui n'a pas besoin de quoi, et que le système fonctionne et qui permet les gens d'anticiper. Or, là où je te parle, moi, je ne suis pas connecté pour pouvoir le justifier. Donc, il ne faut pas que je dise des choses qui ne sont pas la réalité. Façon de dire que l'Ordre des architectes du Sénégal n'a pas été mis à contribution sur ce projet? Bon, c'est vrai que moi, comme j'ai toujours dit, je balaye devant ma porte. L'Ordre des architectes du Sénégal doit avoir une bonne stratégie de communication. Et quand je dis communication, ce n'est pas que le conseil de l'Ordre des architectes qui fera que ça. C'est l'ensemble des architectes qui doivent avoir une approche de communication d'abord sur leur pratique professionnelle. Parce que d'habitude, le métier d'architecte sur le plan classique interdisait ce qu'on appelle la publicité. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. Avec l'Internet, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Donc, on ne parle pas de publicité, mais on parle d'informer. D'informer d'abord les autorités sur les dynamiques sur lesquelles les architectes travaillent, que les autorités comprennent, que les architectes normalisent leur profession, s'entendent pour dire que voilà comment il faut exercer le métier, en dehors de la réglementation. Mais il faut que les architectes aussi fassent de la sensibilisation
des populations, parce que c'est les populations qui sont les bénéficiaires des services de l'architecte, parce que c'est les populations qui habitent, même si c'est l'État qui commande, c'est les populations qui ont un bénéfice à travers leurs besoins. Et enfin, il y a la formation, je crois que vous l'avez soulevé. Mais la formation, c'est d'abord notre réglementation intérieure de l'ordre des architectes demande aux architectes de se perfectionner dans le cadre de leur métier. Donc ça veut dire que c'est une exigence. L'ordre ne va pas former les architectes, mais il leur exige de se perfectionner dans le cadre de leur professionnel. Et maintenant, mais comme vous le savez, les architectes sont aussi des formateurs. Ils forment dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'architecture, etc. Et puis former aussi nos collègues du chantier. Les ouvriers, par exemple, Diamniadio, le centre de BTP de Diamniadio, mais on y intervient de temps en temps, on les conseille, on les encadre. Et même j'ai participé à un grand concours international au Maroc qu'on appelle Solar Decathlon. Mais j'ai été avec des collègues allemands, des collègues marocains, et on a gagné le prix d'architecture. Mais en partant au Maroc, à Ben Gueri, pour faire le village solaire, j'ai amené 3 jeunes Sénégalais qui sont un maçon, un électricien, un plombier. Et ils ont montré la compétence des jeunes Sénégalais et c'est eux qui ont réalisé une partie de ce bâtiment-là. Pour vous dire donc la formation, nous y sommes et quand il y a des opportunités, mais on essaie de les exploiter. Justement, tous ces différents métiers qui s'interconnectent grâce à la technologie, dans un bâtiment intelligent, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, Mbakenya, en début de seconde partie de ce numéro d'ITEC. Mais sur Diamniadio, toujours, c'est important, c'est un projet phare. À côté de Diamniadio, on a le projet de Econ, dont on dit qu'il n'y a pas encore un gros développement dans le département de Mbour. Mais Diamniadio, toujours, quand même, pour finir là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faudrait, parce que c'est un projet du Sénégal, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour qu'on s'assure qu'on ait une ville intelligente? Alors, bon, j'ai participé d'abord à un concours au niveau de Diamniadio, un concours qui était de concevoir des portiques d'entrée de Diamniadio, portiques d'entrée et de sortie. Vous savez, Diamniadio est divisé presque en quatre quartiers, mais il y a l'axe Dakar-Aéroport AIBD qui passe à travers et ils ont trouvé nécessaire de faire des portiques d'entrée. J'ai participé à ce concours. Et même la pyramide, comme je te montre ici, c'est qu'on a enjambé l'autoroute par une pyramide et que c'est dans les arêtes des pyramides que se retrouvent un peu les espaces. Et on a voulu non pas faire des portiques d'annonce en disant oui, ça c'est l'entrée de Diamniadio. On a voulu construire un bâtiment, mais qui fait portique, mais en même temps qui a un contenu. Un contenu, disons, de restaurant, un contenu commercial, de vente d'objets, de souvenirs, et un contenu artistique. C'est-à-dire qu'on a voulu que l'annonce soit une réalité dans le sens fonctionnel. Et j'ai même poussé la réflexion jusqu'à proposer, dans le croisement des deux grands axes de Diamniadio, à cheval de ces éléments, de faire le siège, disons, de la DGPU, la Délégation Générale de Promotion, pour montrer que quand on fait une annonce et tout, mais il faut arriver à découvrir la chose et que la DGPU qui était à cheval sur une pyramide sur les 2 axes principaux était déjà un bon message pour montrer que le concept de pyramide creuse, parce que la pyramide d'Égypte et Ampère, elle est pleine, mais ici nous avons pensé que la pyramide creuse était une alternative des tours que nous sommes censés construire, parce que la pyramide creuse, elle est ventilée naturellement, etc. etc. Oui, mais puisqu'on parle de technologie Mbakenya, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à la place d'une enseigne classique, par exemple, un assistant vocal qui vous dise bienvenue, vous êtes à Diamniadio Smart City, quelque chose comme ça, ou plutôt des écritures qui défilent. Pourquoi est-ce qu'on a peur un peu d'embrasser cette technologie alors qu'elle est au cœur des villes intelligentes? En définitive, dans le cadre de ce concours, le cahier de charge avait bien précisé, en dehors des panneaux classiques figés où on écrit, il fallait des panneaux numérisés et qui permettaient de faire défiler les informations. Vous êtes écolo au passage déjà? En fait, oui, l'écologie suppose tout simplement que quand vous êtes en train de construire, de tenir compte des éléments que la nature vous offre gratuitement. C'est ça l'écologie. Il vous offre la terre, là où vous implantez votre bâtiment. La nature vous offre la ventilation, l'air qui circule. La nature vous offre le soleil qui vous éclaire. Et il vous offre l'eau qui tombe. Mais c'est dramatique quand à un moment donné la terre glisse, ça fait des dégâts. Quand il y a trop d'eau, on dit qu'il y a des inondations. Quand il y a trop de vent, les bâtiments tombent. Et quand il y a trop de soleil, les gens disent qu'ils ont chaud. Donc ça suppose que l'écologie, c'est une façon
de rentrer dans le cycle de la nature, en faire partie et non pas être à côté. En parlant d'écologie, je voulais dire, le numérique peut permettre, par exemple, de se passer du matériel en dématérialisant une bonne partie un peu de la procédure. Par exemple, pour en revenir à votre exemple de tout à l'heure, l'enseigne numérisée, par exemple, qui vous dit « Bienvenue Mbacké Niang, vous êtes à Diamniadio ». Oui, mais je vais aller plus loin encore. Aujourd'hui, on parle de dématérialisation des procédures de demande de permis de construire. Mais il fallait 1 an, 2 ans. Avec l'ADE. À l'ADE, l'ordre des architectes a été impliqué. Moi-même, j'ai travaillé sur ça pour les aider à avoir les notions architecturales pour pouvoir les numériser. Donc, vous voyez bien que c'est un outil, mais il fallait que des autres métiers comme nous les accompagnent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au début, vous perdez du temps là-dessus, mais aujourd'hui, vous pouvez, à travers votre ordinateur, rentrer dans le site, positionner le projet que vous voulez faire et que ça puisse partir au niveau donc des différents ministères dans le différent guichet unique, et chacun qui doit instruire avec un temps précis doit pouvoir donner son feu vert. Donc ça, le numérique a permis, encore une fois, d'accélérer les procédures d'acquisition de demande de permis de construire. Mbacké Niang, architecte, ancien président de l'Ordre des architectes du Sénégal, chercheur, enseignant, on l'a dit, patron ou plutôt fondateur gérant de l'agence d'architecture et de recherche MBN, architecte conseil de la ville de Dakar, entre autres titres, et notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières informations de ce jour, et l'on se retrouve juste après dans 25 minutes. Le Sénégalais Mbacké Niang est notre invité ce dimanche sur iRadio, ancien vice-président de l'Ordre des architectes du Sénégal, architecte conseil de la ville de Dakar, enseignant-chercheur. Vous êtes notre invité, Mbacké Niang. On poursuit à présent cette émission et comme promis pour ce début de la seconde partie, nous parlons des bâtiments intelligents. Quand on en parle, ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? Bon, je donne un exemple. Par exemple, vous demandez à n'importe quel architecte du Sénégal qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre ouvrant à la française. Il va vous dessiner ça. Vous dites une fenêtre ouvrant à l'italienne, une fenêtre ouvrant à l'américaine, à l'australienne, j'en passe. Mais vous dites une fenêtre ouvrant à la sénégalaise, on vous dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous avons pensé à un moment donné que ouvrir une fenêtre, c'est quoi? Amener la lumière, amener l'air, se ventiler et même se protéger. Le numérique suppose que si nous voulons innover et que nous sommes un pays de soleil, mais de poussière, c'est-à-dire que exposer le bâtiment à la poussière suppose en faire un entretien. Mais il y a des types de fenêtres difficilement entretenables, si vous permettez l'expression, parce que vous ne pouvez pas accéder à l'extérieur pour le faire. Et nous avons inventé la fenêtre ouvrant à la sénégalaise. Ça suppose qu'on puisse se protéger, amener la lumière, ventiler. Mais tout ça suppose qu'on peut le faire de manière manuelle. Ça, c'est moi qui l'ouvre, qui le ferme. Mais on peut le faire de manière électronique. Et là, je renvoie à l'utilisation des outils informatiques qui permet, sur la base d'un programme informatique, qui permet à la fenêtre de suivre la course solaire. Donc, c'est une fenêtre dynamique. Donc, il y a une automatisation qui fait que, puisque vous vous protégez du soleil, vous en profitez en même temps, vous captez l'énergie solaire. Donc, là, la fenêtre protège par rapport au rayonnement solaire, éviter de chauffer la maison, mais il récupère l'énergie solaire pour alimenter la maison. Donc voilà un exemple de bâtiment intelligent, dans le sens que l'environnement est dynamique, mais le bâtiment est statique, il ne bouge pas. Mais la fenêtre est dynamique parce que du matin au soir, on ouvre, on ferme, on ouvre. Maintenant, en inventant un nouveau système de fenêtres, avec 2 châssis qu'on appelle châssis ouvrant flexible, ces 2 châssis-là peuvent justement intégrer des panneaux solaires et protéger la maison et alimenter la maison en énergie. Voilà ce que j'appelle un bâtiment intelligent. Et d'autres exemples de bâtiments intelligents, c'est quand on est à l'intérieur du bâtiment et qu'il y a une bonne luminosité, mais il y a une programmation qui est mise en place pour éviter que par inadvertance, que les gens allument la lumière dans un pays de soleil en pleine lumière. Vous verrez ici au Sénégal, des gens chez eux, mais ils allument la lumière sans faire attention. Et donc si c'est automatisé, d'abord,
quand il y a assez de lumière, mais la lampe ne s'allume pas, etc. Ou bien s'il n'y a personne, par exemple, un détecteur de présence, s'il y a quelqu'un, ça s'allume. Il y a beaucoup d'hôtels, dès que vous êtes dans le couloir, ça s'allume, mais quand vous partez, ça s'éteint, etc. Donc voilà un peu ces outils qui permettent, encore une fois, soit de produire, faire que le bâtiment produise de l'énergie, comme je vous ai dit, la fenêtre ouvrant sénégalaise capte de l'énergie, ou bien à l'intérieur du bâtiment, on peut gérer l'allumage, disons, des lumières. Voilà un peu quelques... Tout cela par le moyen de la technologie. Exactement, parce que c'est une programmation. C'est-à-dire que détecteur de présence, quelqu'un qui rentre tout de suite, mais la lumière s'allume. Comme je l'ai dit, on le met souvent dans les couloirs d'hôtel, parce que s'il n'y a personne, d'habitude il y a des hôtels où vous y allez, mais la lumière est allumée 24 heures sur 24 au niveau de l'hôtel. C'est vrai qu'il y a un problème de conception, parce que la conception qui fait que le couloir est au milieu, mais il n'y a pas de fenêtre. Donc si tout le monde ferme sa fenêtre, mais il n'y a pas de lumière. Dans ces conditions, on le fait. Mais on peut changer la conception pour, au lieu d'avoir un couloir central, avoir des corridors, un peu des vérandas extérieures. Bon, mais ça, sur le plan coût, il y a un coût, mais sur le plan, comme je disais tout à l'heure, coût d'exploitation, on peut l'amortir parce que quand on a toujours de l'électricité, de la lumière dans un couloir central, ça coûte cher. Mais c'est là où on peut trouver des solutions pour l'existant, les bâtiments qui sont réhabilités, d'avoir des détecteurs de présence qui fait que dès que vous êtes dans le couloir, ça s'allume, quand vous partez, ça s'éteint. Ou bien, quand il y a assez de lumière, la lampe s'éteint, parce qu'il y a assez de luminosité, donc il s'éteint automatiquement, etc. Donc tout ça, c'est des outils qui permettent, encore une fois, comme je disais, de gérer les consommations d'énergie dans les bâtiments. Et ça, ce n'est pas très courant au Sénégal, mais je pense que bientôt, les gens seront informés de ça pour pouvoir les positionner. Mais il faut une bonne conception d'abord architecturale. Je ne compte pas sur la technologie pour gérer tout ça. Ce sont que des accessoires. Chaque fois que vous mettez de l'informatique, etc., c'est pour, encore une fois, être un complément d'une bonne conception architecturale. Ça suppose une conception bioclimatique, parce qu'on tient compte de l'environnement, d'une efficacité énergétique, parce que les appareils utilisés consomment moins d'énergie, et après l'intégration des énergies renouvelables pour justement réduire les émissions à gaz à effet de serre. Le vieil architecte de 66 ans, Bakenya, pour 67 ans, pour vous provoquer un peu, qui rappelle toujours le caractère secondaire de la technologie, c'est un peu un sursaut d'orgueil face à une révolution digitale qui phagocyte tout finalement. Non, en fait, c'est des outils de travail. Mais l'outil de travail... Mais ce sont des outils de travail au cœur quand même de votre travail. Certes, ils sont secondaires, mais ils n'en sont pas moins importants. Non, mais c'est très important. Là où je vous parle, là, moi, comme vous dites qu'avec mon âge, j'ai commencé à faire des dessins au crayon sur le calque à la main, où j'étais debout. C'est un choix? Non, c'est l'évolution du métier. Mais aujourd'hui, on travaille avec les ordinateurs. Donc, des logiciels? Non, mais des logiciels extraordinaires, j'ai dit. Mais sans abuser. Attention, quand je dis sans abuser, vous voyez bien que des gens qui font n'importe quel plan d'architecture, mais qui l'habillent avec des images 3D, et quand vous voyez ça, vous pensez que c'est tout, mais quand vous regardez dans la conception, c'est zéro. Donc pour vous dire qu'il ne faut pas abuser, c'est des outils, mais qui doivent être encore une fois secondaires. Disons, c'est des outils complémentaires, d'accord, qui accompagnent l'architecte dans son travail, mais qui ne remplacent pas. C'est comme l'intelligence artificielle. Jamais une machine ne remplace l'être humain. Parce que l'être humain a des émotions. Quelqu'un même vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, mais ça vous inspire une créativité. Pour vous dire que donc, c'est pas, la machine ne fonctionnera pas comme ça. Mais c'est un outil, mais j'apprécie à sa grande valeur, mais j'allais dire l'appui technique. Et tu peux même rester dans ta voiture avec ton portable, dessiner un plan et l'envoyer immédiatement. Mais à l'époque, la table à dessin, tu sais, il faisait combien? Il faisait presque 1,50 m sur 1,20 m. Dessiner. Aujourd'hui, vous avez votre ordinateur portable, vous pouvez dessiner un plan, quelle que soit l'échelle, et le faire tirer. Vous envoyez ça à votre agence de tirage, et vous tirez les plans à une bonne échelle que vous avez besoin. Et vous ne bougez pas de votre voiture. Donc, encore une fois, je vous dis, ces outils, aujourd'hui, sont d'une performance extraordinaire, mais en comparaison avec nous, ce qu'on a vécu. Un jeune qui n'a jamais dessiné à la main et qui dessine avec l'ordinateur, mais ne peut pas faire la comparaison. Donc nous, on peut vraiment faire la comparaison et voir l'évolution que ça a donné.
Oui, parlons à présent du projet Econ City. On sait que ça a fait l'actualité dernièrement au Sénégal. Je suis d'ailleurs devant ou sur un article du journal Courrier International qui dit pharaonique, point, bienvenue à Econ City, virgule, la ville du futur africain. Un commentaire déjà sur ce titre? Oui, bon, je pense que d'abord, je félicite Econ de ses performances artistiques. Mais quand on a ces performances artistiques, il faut reconnaître d'autres performances dans d'autres domaines. J'aurais compris qu'ils viennent, parce que quand tu raisonnes en termes de ville, la ville, souvent, c'était le prince qui décidait de la ville. Mais ce n'est pas un individu quelconque qui décide d'une ville. Donc, déjà là, ça pose un problème de participation populaire d'une ville. D'appropriation, d'implication. Exactement ce que je veux dire. Une ville, ce n'est pas une affaire d'une personne. OK? Et donc, ça a manqué un peu de modestie, etc. D'autant plus que c'est sur 1000 hectares. Voilà, donc ça manque de modestie. Et puis, grande échelle, j'ai de l'argent, c'est comme quand j'ai de l'argent, je peux tout faire. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Je salue l'initiative. Il pourrait le redimensionner pour que ça puisse être à l'échelle du Sénégal, parce que chaque chose a une échelle. Et que deuxièmement, qu'il puisse être dans une dynamique, j'allais dire, modulaire. Modulaire, c'est-à-dire évolutif, par tranche, en disant, je fais une première tranche, toujours disant que quand on dit on fait des innovations, il y a toujours l'approche expérimentale. Ça relève un peu, à vous écouter, de la folie, des grandeurs, comme on dit? Bon, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais juste quand il y a des procédures, quand on fait de l'innovation. Innover veut dire apporter du nouveau. Mais quand vous apportez du nouveau, il y a une approche, je dis, expérimentale. Et quand on expérimente à une petite échelle. Et là, ça donne un peu de modestie dans ce qu'on veut faire. Et s'il y a des difficultés, on peut revenir en arrière. Donc, c'est là où juste je discute. Hein. Mais j'ai vu les images, j'ai vu tout ça. J'ai même ouvert un dossier dans mon ordinateur pour m'informer de cette chose-là. Mais je n'ai pas encore tous les éléments d'appréciation. Mais je veux juste dire que si cette nouveauté-là est là, une ville, ce n'est pas une initiative d'une personne. Une ville, c'est une initiative historique d'un pays. Et qui rentre dans cette dynamique, là, je salue l'initiative. Mais je ne peux pas raisonner, parce que l'échelle qu'il lance, c'est une échelle un peu démesurée. Je pense qu'il faut être modeste pour arriver à expérimenter un petit bout, là. Et que quand il y a expérimentation, c'est ce que j'appelle l'appropriation populaire. Parce qu'en définitive, quand vous construisez au Sénégal, vous dites « je construis pour le Sénégal ». Mais je ne peux pas imaginer que je construis pour le Sénégal, mais ce que je construis, c'est pour un gars qui vient de je ne sais où. Ça, je ne peux pas accepter qu'on construise pour d'autres personnes dans le Sénégal. Il faut donner la priorité quand on construit pour les Sénégalais et que ce que vous construisez corresponde aux moyens des Sénégalais. Mais je n'imagine pas que je vais faire des places de milliardaires, mais à partir de ce moment, ça ne nous intéresse pas. Si tous les Sénégalais ne sont pas des milliardaires et que vous voulez faire des palaces de milliardaires, mais je dis ça nous intéresse. Moi, en ce qui me concerne, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous dites le Sénégal, il y a un programme de 100 000 logements et que ça c'est populaire et que lui, il vient du peuple, mais je commencerai par le bas. C'est là où je peux le donner du conseil, c'est de commencer par faire des logements pour les populations. Et que les logements qu'il va faire des populations soient des... Mais lui, dans le smart, ça se comprend aussi. Oui, mais le masse, pour moi, c'est pas une nouvelle religion pour moi. La question, je suis dans une approche populaire, parce que le Sénégal, c'est un pays qui veut. Je ne parle pas même de développement. Accéder au mieux-être. Mais vous pouviez le dire autant donc de Diamniadio aussi, parce qu'à Diamniadio, on parle de nouvelles villes, de smart city. Vous pourriez peut-être rétorquer en répondant que ça n'implique pas un peu le peuple. Je suis pour le populaire, parce que ce n'est pas le populaire. Vous savez, souvent on dit, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si je peux faire des grands immeubles, je peux faire de l'habitat. C'est faux. Moi, je crois que c'est à partir de l'habitat qu'on peut faire le grand. Donc, c'est une inversion. Je vous le dis même pour Diamniadio. Donc, à vous écouter, le Sénégal ne sera jamais smart et ne devrait pas l'être non plus. Le smart, c'est une intelligence au service, j'allais dire, du peuple. Et donc, on est d'accord sur le smart. C'est-à-dire, il ne faut pas gaspiller l'énergie. Il ne faut pas gaspiller les matériaux. Il ne faut pas gaspiller le transport, etc. Donc tout ça, le smart permet d'optimiser tout ça. Donc le smart, c'est
à la disposition de tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, je parle du grand nombre. Je ne parle pas de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui m'installe de l'informatique partout. Et quand il est dans son bureau, il y a une programmation pour que la porte se ferme. Ça, c'est des gadgets, ça. Mais moi... C'est pas important. C'est des gadgets. Quand on a de l'argent, on peut se payer tous ces gadgets, mais ce n'est pas le cœur du problème. Dans nos pays, le cœur du problème, c'est quoi? C'est le bien-être, je dis, du grand nombre. Et c'est ça l'enjeu. Plus que le grand nombre n'est pas dans de bonnes conditions, plus que la ville n'est pas vivable. Donc il faudrait que le smart permette d'optimiser et de faire des économies et de réduire les coûts de construction. Dans l'approche de la tour que je fais là, mais c'est une façon d'industrialiser le bâtiment. Elle nous surplombe d'ailleurs puisque nous sommes assis. Votre tour. Mais ce qu'on retient dans cette approche pyramidale ou de la tour, c'est la préfabrication des éléments qui permet d'optimiser son coût et de le réduire. Ce qui fait que logement social et logement de grand standing partagent une approche technologique qui permet ce que j'appelle la péréquation des prix. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre les différentes catégories sur le plan technologique. Le smart, avec l'informatique, permet de redimensionner à chaque fois pour que le grand nombre puisse en tirer parti dans une dynamique des investissements, j'allais dire, assez sophistiqués. C'est-à-dire que Diamniadio, comme vous dites, doit être la dynamique des 100 000 logements lancés par le président Macky Sall. Dynamique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que Diamniadio c'est que des tours là-bas et qu'après maintenant, pour faire de l'événement social, on cherche un espace, je ne sais où, non. Il faut que tout projet de grande envergure doit receler des innovations qui peuvent faire l'objet d'industrialisation, qui peuvent profiter du grand nombre. Il faut qu'il y ait un continuum entre le grand standing, le moyen standing et l'économie. Le numérique, ce sont justement ces outils qui vont faire toutes les optimisations des flux monétaires, et des flux de matière et des flux d'information. Et pour moi, c'est là où je mets le numérique. Il optimise l'information, il optimise les matériaux, c'est-à-dire ce qu'on construit dans les industries, il optimise, j'allais dire, l'énergie et l'information. Et c'est pour cela que quand vous verrez là-bas les innovations que j'ai faites, ce sont le TIFA. Le TIFA, c'est le baraque, comme on dit, qui pousse dans le fleuve Sénégal, qui pose des problèmes environnementaux. Mais on l'a transformé avec de l'argile pour construire des maisons efficaces en énergie, c'est-à-dire que isolation thermique, c'est-à-dire que le soleil ne va pas le pénétrer pour chauffer. Et pourtant, c'est une contrainte environnementale. D'accord? Donc, c'est dans cette dynamique-là que je raisonne. Donc, ça permettra de construire les coûts de construction populaire, mais intégrer les grands programmes d'hôtels, etc., pour servir d'abord d'isolation thermique, mais de coupe-feu. Coupe-feu veut dire éviter que le feu ne propage dans le bâtiment. Entre deux chambres d'hôtel, il y a toujours un matériau qu'il faut mettre pour éviter que le feu ne puisse se transférer. Et comment d'ailleurs, Makenya, comment l'ordre des architectes du Sénégal se met à jour? Parce que, comme on dit, la technologie, elle avance très rapidement. Comment est-ce que vous vous mettez à jour? En fait, on se met à jour dans le sens que d'abord, nos outils de travail. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, on est informatisé, c'est les logiciels qui dessinent, etc. C'est un très grand pas. Il y a des années où on faisait des concours, mais souvent, il y a des gens qui n'avaient pas accès à certaines formes de représentation de leur projet. Mais les outils ne font pas tout le travail, comme vous l'avez très bien dit. Là, je suis conscient que je vous reprends. Est-ce que l'innovation ne devrait pas se trouver dans le digital aussi? Or, quand je vous écoute, je ne trouve pas chez vous cet appétit pour le smart. En fait, et ça déçoit un peu l'observateur. En fait, moi, je fais tout pour ne pas être dans les effets de mode, quoi. Vous pensez que c'est un effet de mode de la technologie à l'heure actuelle? Oui, en fait, le fait de dire Smart City et après partout c'est ça. Vous savez, l'Occident, il a des problèmes l'Occident a déjà construit. C'est un problème de contexte, selon vous? Exactement. L'Occident a déjà construit son territoire et nous sommes en train de construire notre territoire. Donc, c'est deux choses différentes. La trajectoire n'est pas la même, si j'ai bien compris. N'est pas la même. Mais cependant, nous partageons les mêmes problématiques que sont les changements climatiques. Les inondations en Allemagne, les feux de brousse en Espagne, etc. Mais le problème des ressources et leur insuffisance, reconnaissez que c'est plus en Afrique qu'on le ressent le plus.
Oui, mais c'est que nous, on doit créer de la valeur. La valeur veut dire que... S'il y a quelqu'un qui doit optimiser en premier, c'est bien nous. Mais évidemment, justement, c'est puisque nous devons être dans une Et situation... en même temps, vous ne voulez pas être smart, ce n'est pas contradictoire? Non, pour moi, le smart, c'est des outils, mais il faut poser la problématique et utiliser le smart. Oui, mais problématique, on parlait de vision tout à l'heure. J'ai l'impression que vous ne voulez pas regarder très loin. Non, attendez, moi, comme je vous dis, moi, j'anticipe sur... quand je dis je construis un bâtiment, mais je dois réinventer les composants du bâtiment. Par exemple, je réinvente le pavage, je réinvente le mur, je réinvente la fenêtre et je réinvente le toit. À partir du moment où j'ai réinventé tout ça, donc j'anticipe, je passe par une industrialisation de ces composants et je compose l'architecture en tenant compte de ces éléments-là. Mais le smart va aider à faire le pont entre l'invention faite, son industrialisation et sa mise en œuvre. Donc l'outil, il est dans ces interfaces-là. Mais il faudrait dire que j'ai, comme vous dites, cette vision de repenser notre architecture, parce que notre architecture est de coloniale au moderne, mais la tradition nous a laissé des legs. Ce sont ces legs-là que nous devons valoriser comme les pyramides d'Égypte. Un leg. On ne peut pas faire des pyramides d'Égypte pour un pharaon dans des 1000 tonnes de pierre, mais créer la pyramide creuse à l'intérieur, mais populaire, mais en utilisant tous les outils qui permettent d'optimiser. D'optimiser veut dire réduire le coût. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit smart, je suis partant, parce qu'il accompagne cette dynamique de création de valeur. Mais si vous vous trompez de valeur, ça veut dire que l'Occident dit qu'il faut réhabiliter les bâtiments, mais nous, on n'a pas de bâtiments à réhabiliter, on a beaucoup plus à construire. Donc c'est une inversion des choses. Je vous vois que le concept devient, mais sous-entendu, une problématique qui n'est pas le nôtre. Et c'est ça le piège souvent. Les gens utilisent des concepts pendant que la problématique sous-jacente n'est pas nos problématiques et on passe notre temps à piétiner parce qu'on a fait fausse route. Et c'est ça qui a été toujours les effets de mode qu'on nous impose et ce qui fait que nous ne pouvons pas faire des choses. Raison pour laquelle on pose nos problématiques, on pose une certaine créativité et des innovations et on utilise les outils qui nous permettent de le faire. Donc le smart, oui, ça permet de gérer les flux sur la base des valeurs, de la création de valeurs que nous voulons faire. Voilà un peu ce que je vous dis et ce que je suis en train de faire de toute façon. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est de réinventer le bâtiment à travers les éléments qui le composent, l'industrialiser, faire en sorte que les grands standings, moyens standings puissent être connectés dans une certaine péréquation des prix. Pour au bout du compte, on baisse les prix. Mais quand on me dit baisse le prix du logement social en tant que logement social en circuit fermé, je dis que ce n'est pas possible. Mais quand vous faites une tour de 15 étages ou 300 étages, il faut que la technologie que vous utilisez dans la tour puisse être redéployée pour réaliser de logement social et qui réduit son coût et on profite des effets d'échelle. Or, tout ce que je dis là, les effets d'échelle, c'est des outils qui permettent de le faire. Et les smart, justement, ce sont que des outils qui permettent de le faire. Mais il faut qu'ils s'intègrent dans une vision, dans une dynamique de création de richesse et de valeur. Oui, je vous ai bien écouté, Mbakenya, architecte, ancien vice-président de l'Ordre des architectes du Sénégal. On a parlé de la mise à jour des architectes. Et qu'en est-il des obligations, en quelque sorte, pour les écoles de formation qui, bien évidemment, en délivrant une formation, doivent se mettre, elles aussi, à niveau? Bon, c'est vrai qu'on a eu une catastrophe dans les années 90. À partir d'une grève, l'école d'architecture de Dakar et Dubaï a été fermée. En disant oui, il y a moins de Sénégalais, ils contestent, on ferme l'école, on prend les Sénégalais, on les envoie en France et on dit aux autres Africains, rentrez chez vous. Une catastrophe de jamais vue. L'ère d'Abdou Diouf et à l'époque c'est Foué Djiboka qui était un gâchis extraordinaire. Pourquoi? Oui, mais bon, voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué qu'on ne peut pas comprendre. Et jusqu'à maintenant, quand vous n'avez pas une école d'architecture, donc vous ne formez pas les ressources humaines qu'il faut. Et les ressources humaines se font former à l'étranger, comme moi, j'ai été formé à Paris. Oui, mais former les gens sur place permet d'avoir des mémoires et des thèses sur le problème sur place. Par exemple, le marché de Sandaga qu'on est en train de démolir, mais je n'ai pas encore lu une thèse sur ce marché. Il y aurait eu une thèse sur ce marché, mais aujourd'hui, les gens auraient compris. Qu'est-ce que c'est? Si elle est lue. Mais oui, mais c'est pour dire que la recherche, elle est là. Juste un exemple, c'est-à-dire que vous n'avez pas une école, vous n'avez pas une réflexion sur les problématiques du pays et vous les perdez. Vous avez juste des gens comme moi, mais quand j'étais à Paris pour faire mon diplôme d'architecte, je suis rusquois, j'ai fait ma thèse sur les entrepôts qui étaient à Rufisque. Et je les ai transformés en théâtre, en bibliothèque.
Donc j'ai travaillé sur les bâtiments coloniaux. Et je disais même, le titre de ma thèse, c'était Transgression des bâtiments coloniaux. C'est-à-dire que je voulais changer la vocation d'entrepôt en une bibliothèque et en un théâtre. D'accord? Oui, bien, donc j'étais à l'étranger, mais j'ai fait ma thèse sur ma ville natale. D'accord? Mais ceux qui sont là formés, c'est l'ensemble de ces mémoires-là et de ces thèses qui constituent un terreau de compréhension et de connaissance et de savoir qui permet aux politiques, quand ils agissent en connaissance de cause. Donc, l'absence d'éléments de formation est problématique. Mais cependant, il y a des confrères qui ont créé des écoles privées d'architecture et qui forment des gens à un niveau de licence, etc. Et l'offre est adaptée aux nouvelles réalités? Mais, concrètement, puisqu'ils sont sur place et que moi-même, souvent, je suis membre du jury. Mais quand je regarde les jurys, mais c'est des problèmes du Sénégal. Par exemple, au Sénégal, on a tendance à occuper les rues pour faire des chants religieux ou faire du tam-tam, etc. Et là, c'est un Ivoirien, je ne sais pas qui avait fait une thèse en disant, mais pourquoi les Sénégalais utilisent la rue? Pourquoi pas avoir des salles? Mais voilà un jeune qui a observé ce qui se passe et qui a fait un problème bien sénégalais. Mais bien sénégalais, mais voilà, l'école, avec ses étudiants, ils réfléchissent et donnent des solutions. Et c'est ça l'intérêt d'avoir une école qui réfléchisse sur l'habitat social, et la typologie de l'habitat, etc. Ils y réfléchissent, etc. Bon, une nouveauté, c'est qu'à l'université de Amadou Mokhtar-Mbow de Diamniadio, il y a un département archi. Bon, nous voulons une école d'architecture, pas un département dans un petit truc. On s'en contente pour le moment, mais il nous faut notre école d'architecture dans laquelle on forme les gens comme dans l'esprit d'une école, parce qu'une école d'architecture, ce n'est pas un département qui est noyé dans ça. Bakenya, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie d'abord de voir votre perspicacité sur le numérique. C'est vous l'expert, c'est vous l'expert. Oui, mais les bonnes questions suscitent les bonnes réponses. Et puisque nous les architectes, comme j'ai dit, on est assez créatifs, on aime toujours avoir la contrainte devant nous pour nous permettre de nous surpasser et de dégager une approche créative. Donc vous y étiez et je vous remercie de votre invitation en espérant que mes collègues architectes auront encore une fois, même le conseil a profité de vos services pour communiquer davantage par rapport à notre métier. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bakenya, architecte, chercheur et enseignant, fondateur, gérant de l'agence d'architecture et de recherche MBN, ancien vice-président, nous l'avons dit, de l'Ordre des architectes du Sénégal, architecte conseil de la ville de Dakar, président d'honneur de l'Association sénégalaise de promotion de l'innovation et de l'insertion, de l'invention et de l'innovation plutôt, entre autres titres, bien évidemment. Nous n'aurons pas le temps de tout citer et comme on l'a dit en début d'émission, vous représentez, vous êtes disons l'intellectuel, l'exemple type de l'intellectuel qui pense qu'il doit être surdiplômé, vous l'êtes. Et on vous encourage pour la suite, bien évidemment, parce que le numérique est dans tous les métiers et comme dans tous les métiers, il challenge un peu les professionnels concernés. Merci infiniment, chers amis auditeurs, d'avoir suivi cet avant-dernier numéro du mois d'août 2021. Excellent dimanche et excellente semaine.